Le matin du 10 mars 1804, les brumes matinales s'accrochaient encore aux collines verdoyantes qui entouraient Vittel, cette petite commune des Vosges où chaque visage était familier et chaque secret partagé. L'air sentait la terre fraîche et les premières fleurs de printemps. Mais cette tranquillité allait bientôt être brisée par une découverte qui hanterait la région pendant des siècles. Pierre Mathieu, ouvrier de la carrière locale, avait commencé sa journée comme toutes les autres. À 52 ans, cet homme aux mains calleuses et au dos voûté par des décennies de labeur connaissait chaque recoin de la Pedrera qui bordait la propriété des Arnould. Cette famille, que les habitants avaient surnommée les Cardinaux, en raison de leurs vêtements rouges distinctifs et de leur allure solennelle, vivait dans une maison de pierre grise à la périphérie du village. « Marcel !» cria Pierre à son collègue qui travaillait près de lui. « Viens voir ça !» Marcel Rousseau, un homme plus jeune aux cheveux bruns et aux yeux vifs, s'approcha rapidement. Ce qu'il vit le figea sur place. Dans la terre fraîchement retournée, des ossements humains émergeaient comme des racines macabres. Un crâne, partiellement enterré, les regardait de ses orbites vides. Des tibias, des fémurs, et ce qui semblait être des mains et des pieds étaient éparpillés dans la zone. « Mon Dieu !» murmura Marcel, sa voix tremblant. « Ce sont des restes humains. » Mou! Pierre hocha gravement la tête. Son regard expérimenté analysait déjà la scène. Les os étaient détériorés, certains plus que d'autres, et il remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. « Marcel, regarde bien, tu vois quelque chose qui manque. » Le jeune homme examina les restes avec attention. Les côtes. Je ne vois aucune côte. Exactement. Et ça, ce n'est pas normal. Pendant que les deux hommes observaient cette découverte macabre, d'autres ouvriers s'approchaient. La nouvelle se répandit comme un feu de paille. En moins d'une heure, une petite foule s'était rassemblée autour de la carrière. Les murmures allaient bon train. « Regardez où nous sommes !» chuchotait Madame Bertin, la boulangère du village, pointant du doigt la maison des Arnould qui se dressait à quelques centaines de mètres. Juste à côté de chez les Cardinaux. François Morel, le forgeron au caractère bien trempé, croisa les bras. « Ça fait des années que cette famille me donne la chair de poule. Il y a quelque chose de pas net chez eux. »« Et tu te souviens des commerçants du Morvan ?» demanda Élise Dubois, une femme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants. « Ceux qui ont disparu il y a 8 ou 9 ans, ils venaient vendre leur bétail et on ne les a jamais revus. » Un frisson parcourut l'assemblée. L'histoire des marchands disparus était devenue une légende locale. L'une de ces histoires que les parents racontaient pour effrayer leurs enfants turbulents. « Ils étaient venus avec leurs bœufs et leurs moutons, » continua Élise, sa voix prenant une tonalité dramatique. « 3 hommes robustes du Morvan. Le dernier endroit où ils avaient été vus, c'était près de la maison des Arnould. » Pierre, qui avait écouté en silence, leva la main pour faire taire les murmures. « Écoutez-moi tous. Nous devons prévenir les autorités immédiatement. Ce n'est pas à nous de juger ou d'accuser qui que ce soit. » Mais ces paroles de sagesse furent noyées dans le torrent de spéculation qui déferlait déjà sur le village. Les langues se déliaient, les souvenirs ressurgissaient, et chaque détail anodin prenait soudain une signification sinistre. « Ma sœur habite près de chez eux », déclara Antoine Chevalier, un homme maigre aux yeux perçants. « Elle m'a dit qu'il y a quelques années, elle sentait parfois une odeur de mort qui venait de leur direction, surtout le matin. Et moi, j'ai vu Sébastien Arnould laver des taches de sang devant sa maison », ajouta Marie Lefebvre, une veuve respectée du village. C'était étrange, parce qu'il n'élevait pas d'animaux à ce moment-là. Ces témoignages, qui n'avaient jamais semblé importants auparavant, prenaient maintenant une dimension terrifiante. Chaque regard échangé, chaque geste inhabituel des Arnould était réinterprété à la lumière de cette découverte. La famille Arnould était composée de 5 membres principaux. Marguerite Arnould, la matriarche de 68 ans, une femme aux cheveux blancs et au regard dur. Ses 3 fils, Sébastien, l'aîné de 42 ans, François, âgé de 38 ans, et Joseph, le plus jeune à 35 ans, et leur sœur, Catherine, une femme de 40 ans qui n'avait jamais quitté la maison familiale.
Ils vivaient de manière austère dans leur maison de pierre, cultivant un petit potager et élevant occasionnellement quelques animaux. Leur isolement relatif et leur discrétion avaient toujours intrigué les habitants de Vittel. Ils parlaient peu, évitaient les festivités du village, et leur dévotion religieuse ostentatoire, d'où leur surnom de cardinaux, les rendait différents aux yeux de leurs voisins. Ils ont toujours été bizarres, murmurait maintenant Jeanne Petit, l'épicière du village. Ils viennent acheter leurs provisions en silence, peine comptant, et repartent sans un mot de plus. Et leurs vêtements rouges, ajouta son mari Paul, comme s'ils voulaient se faire remarquer ou peut-être cacher quelque chose. Au fur et à mesure que la journée avançait, la foule grossissait autour de la carrière. Les autorités locales avaient été prévenues, mais en attendant leur arrivée, les spéculations allaient bon train. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue et les regards se tournaient régulièrement vers la maison des Arnould. « Regardez » dit soudain Thomas Mercier, un jeune homme d'une vingtaine d'années. « Ils ne sont même pas sortis pour voir ce qui se passe. N'importe qui d'autre dans le village serait déjà là, curieux de connaître la cause de toute cette agitation. » C'était vrai. Malgré le rassemblement inhabituel près de leur propriété, aucun membre de la famille Arnould n'avait fait son apparition. Les volets de leur maison restaient fermés, et aucun signe de vie n'était visible. « C'est louche !» conclut François Morel. « Très louche !» Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison des Arnould, la famille était parfaitement consciente de l'agitation qui régnait dehors. Marguerite, assise dans son fauteuil près de la fenêtre, observait discrètement la foule par un interstice entre les volets. « Mère, » dit Sébastien l'aîné, sa voix trahissant son inquiétude. « Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là-bas ?»« Je ne sais pas, mon fils, » répondit Marguerite, sa voix grave et mesurée. « Mais j'ai un mauvais pressentiment. » François, nerveux, faisait les 100 pas dans la petite cuisine. « Peut-être devrions-nous aller voir ce qui se passe ?»« Non !» trancha Joseph, le plus jeune. « Si nous sortons maintenant, ils vont nous regarder bizarrement. Il vaut mieux attendre que les choses se calment. » Catherine, qui préparait le repas du midi, s'arrêta dans sa tâche. « J'entends qu'ils parlent de nous. Leur voix porte jusqu'ici. » Un silence pesant s'installa dans la maison. Chaque membre de la famille était plongé dans ses propres pensées, sentant instinctivement que cette journée marquerait un tournant dans leur existence tranquille. À l'extérieur, l'arrivée du maire de Vittel, M. Dubois, apporta un semblant d'ordre à la situation. Cet homme, dans la cinquantaine, respecté pour sa sagesse et son équité, tenta de calmer les esprits. « Mes chers concitoyens, » déclara-t-il d'une voix forte, « je comprends votre émoi face à cette découverte troublante. Mais nous devons procéder avec méthode et justice. Les autorités compétentes ont été prévenues. En attendant, je vous demande de rentrer chez vous et de laisser les professionnels faire leur travail. » Ces paroles eurent un effet temporairement apaisant. Mais les murmures continuaient. Les groupes se formaient et se reformaient, chacun apportant sa pierre à l'édifice de la suspicion qui se construisait autour de la famille Arnould. « Monsieur le maire, » interpella Pierre Mathieu, l'ouvrier qui avait fait la découverte, « il manque des côtes à ces squelettes. Ce détail me tracasse. » Le maire hocha la tête, prenant note de cette observation. « Nous en tiendrons compte dans l'enquête. » « Et si les côtes avaient été données aux chiens, suggéra quelqu'un dans la foule, pour faire disparaître les preuves, cette hypothèse macabre fit frémir l'assemblée. L'idée que des restes humains aient pu être délibérément détruits de cette manière ajoutait une dimension d'horreur à la découverte. « J'ai entendu dire, » chuchota une voix anonyme, « qu'ils avaient placé des épines autour des corps pour éviter qu'ils remontent à la surface. » Bien que personne ne pût confirmer cette information, elle se répandit rapidement et prit racine dans les esprits. La rumeur avait sa propre vie, se nourrissant des peurs et des préjugés de chacun. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, la foule commença finalement à se disperser. Mais le mal était fait, l'image des Arnould avait changé à jamais dans l'esprit des habitants de Vittel. De voisins discrets mais inoffensifs, ils étaient devenus des suspects dans une affaire de meurtre. Ce soir-là, dans les chaumières du village, les familles se rassemblaient autour du feu pour discuter des événements de la journée.
Les enfants écoutaient avec des yeux écarquillés, les adultes évoquaient la découverte macabre et les soupçons qui pesaient sur les cardinaux. « Papa » demanda la petite Lucille Morel au forgeron, « est-ce que les Arnould sont méchants ?» François Morel regarda sa fille de 8 ans, hésitant sur la réponse à donner. « Ma chérie, nous ne savons pas encore ce qui s'est réellement passé. Mais il faut que tu fasses attention et que tu ne t'approches pas de leur maison, d'accord ?» Cette conversation se répétait dans de nombreux foyers de Vittel. La peur s'installait et avec elle, une méfiance profonde envers la famille Arnould. Dans leur maison de pierre, les Arnould passaient leur première nuit sous le poids de la suspicion. Aucun d'eux ne dormit vraiment. Ils entendaient les chuchotements des passants dans la rue, les regards qui se posaient sur leurs volets fermés, et sentaient le changement d'atmosphère qui s'opérait autour d'eux. « Sébastien, » murmura Marguerite à son fils aîné, « je crains que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. »« Nous n'avons rien fait de mal, mère, » répondit-il, essayant de se convaincre lui-même autant qu'elle. La vérité finira par éclater. Mais au fond de son cœur, Sébastien sentait qu'ils étaient entrés dans un engrenage inexorable. La découverte des ossements n'était que le début d'un cauchemar qui allait bientôt les consumer tous. À quelques kilomètres de là, dans les bureaux de la préfecture, les premières dispositions étaient prises pour lancer une enquête officielle. Un médecin de la marine, faute de légiste disponible dans la région, était contacté pour examiner les restes. Son manque d'expérience en matière de médecine légale allait s'avérer déterminant dans la suite des événements. La nuit tombée sur Vittel, le village semblait étrangement calme en surface, mais sous cette tranquillité apparente bouillonnait une tension qui ne demandait qu'à exploser. Les dés étaient jetés, et la tragédie qui allait s'abattre sur la famille Arnould était désormais en marche. Les étoiles brillaient dans le ciel vosgien, témoins silencieux d'une injustice en gestation. Dans quelques jours, le nom des Arnould serait sur toutes les lèvres, mais pour des raisons qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. L'histoire des cardinaux de Vittel venait de commencer, une histoire qui allait marquer à jamais la mémoire collective de cette petite commune des Vosges. 9 jours s'étaient écoulés depuis la macabre découverte de la carrière, et l'atmosphère à Vittel était devenue irrespirable. Ce qui avait commencé comme une curiosité morbide s'était transformé en une véritable obsession collective. Chaque conversation, chaque regard, chaque geste semblait tourner autour de la famille Arnould et des ossements découverts près de leur propriété. Le matin du 19 mars, jour fatidique du 28 Ventose de l'an 12, selon le calendrier révolutionnaire encore en usage, le docteur Henri Laforge arriva de Nancy pour examiner les restes. Cet homme de 45 ans, médecin de la marine sans véritable expérience en médecine légale, avait été désigné par défaut pour cette tâche délicate. Son uniforme bleu marine et sa démarche assurée en imposaient aux habitants, mais il portait sur ses épaules une responsabilité qu'il n'était pas préparé à assumer. « Messieurs, » déclara-t-il aux autorités locales rassemblées autour de la carrière, « d'après mon examen préliminaire, ces ossements datent d'environ 8 à 9 années. La détérioration des os et leur coloration sont cohérentes avec cette estimation. » Cette conclusion prononcée avec l'autorité que confère le titre de médecin eut l'effet d'une confirmation officielle des soupçons qui circulaient déjà. 8 à 9 ans, exactement la période correspondant à la disparition des marchands du Morvan. Le maire du Bois, présent lors de cet examen, prit note scrupuleusement de chaque détail. « Docteur Laforge, pouvez-vous déterminer la cause de la mort? C'est impossible avec si peu d'éléments, » répondit le médecin, balayant les restes du regard. « Mais je confirme qu'il s'agit bien de restes humains, et l'absence notable de côtes est effectivement troublante. » Cette dernière observation relança immédiatement les spéculations. Si les côtes manquaient, c'est qu'elles avaient été délibérément retirées. Et pourquoi les retirer, sinon pour les faire disparaître? « Docteur, » intervint Pierre Mathieu, l'ouvrier qui avait fait la découverte, « est-ce qu'on peut donner des côtes humaines aux chiens ?» Le médecin hésita un instant. Cette question sortait de son domaine de compétence, mais l'attente des visages tournés vers lui l'obligeait à répondre. « C'est
C'est théoriquement possible. Les chiens sont des charognards par nature. Un frisson d'horreur parcourut l'assistance. L'image des restes des victimes, donnés en pâture aux animaux domestiques, révulsait les consciences. Cette explication, aussi macabre fut-elle, semblait donner une logique à l'absence des côtes. « Et les épines ?» demanda quelqu'un dans la foule qui s'était rassemblée. Est-ce vrai qu'ils avaient planté des épines autour des corps pour les empêcher de remonter? Le docteur Laforge examina de nouveau le site. Effectivement, il remarqua quelques ronces et épineux dans la zone, mais rien qui pût confirmer ou infirmer cette théorie. Il y a bien des végétaux épineux dans cette zone, mais je ne peux pas dire s'ils ont été plantés délibérément ou s'ils ont poussé naturellement. Malgré cette prudence, la rumeur des épines plantées intentionnellement s'ancra définitivement dans les esprits. Chaque élément, même le plus anodin, était interprété comme une preuve supplémentaire de la culpabilité des Arnould. Pendant ce temps, dans la maison de Pierre Grise, la famille vivait un enfer quotidien. Marguerite Arnould, la matriarche, observait par la fente des volets la foule qui ne cessait de grossir autour de la carrière. « Ils nous regardent comme si nous étions des bêtes curieuses », murmura-t-elle à Catherine, sa fille, qui préparait leur maigre repas du midi. Catherine, une femme au visage émacié par les privations et le stress des derniers jours, hocha tristement la tête. « Je ne peux même plus sortir pour aller au puits sans sentir leur regard sur moi. Hier, Madame Bertin a changé de trottoir pour m'éviter. » Sébastien, l'aîné des frères, faisait les 100 pas dans la petite cuisine. Ses cheveux bruns étaient en désordre et ses yeux cernés trahissaient les nuits blanches qu'il enchaînait depuis la découverte. « Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester enfermés ici à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. »« Que veux-tu faire ?» répliqua François, le frère du milieu, assis à la table, la tête entre les mains. « Allez voir les autorités pour leur dire que nous n'avons rien fait. Ils nous croiront ?» Joseph, le plus jeune des frères, regardait par la fenêtre donnant sur l'arrière de la maison. « Écoutez, » dit-il soudain, la voix tendue, « quelqu'un vient vers la porte. » Des coups fermes retentirent contre le bois épais de la porte d'entrée. La famille se figea. Depuis 9 jours, personne n'était venu leur rendre visite. Ces coups ne présageaient rien de bon. « Famille Arnould !» retentit une voix officielle de l'autre côté de la porte. « Ouvrez au nom de la loi !» Sébastien échangea un regard avec sa mère. Le moment qu'il redoutait était arrivé. Il se dirigea lentement vers la porte et l'ouvrit, révélant 3 hommes en uniforme. Le brigadier Roussel, accompagné de 2 gendarmes. « Monsieur Sébastien Arnould ?» demanda le brigadier, un homme robuste aux moustaches grises. « Oui, c'est moi », répondit Sébastien, la gorge serrée. « Par ordre du tribunal de Mirecourt, vous êtes en état d'arrestation, ainsi que vos frères François et Joseph Arnould, votre mère Marguerite Arnould et votre sœur Catherine Arnould. Vous êtes accusés d'assassinat. » Le monde sembla s'écrouler autour de Sébastien. Il entendit sa mère pousser un cri étouffé derrière lui et le bruit d'une chaise qui tombait. « Il doit y avoir une erreur, » balbutia-t-il. « Nous n'avons tué personne. »« C'est ce que nous verrons, » répondit froidement le brigadier. « Vous avez le droit de prendre quelques affaires personnelles, mais nous devons partir immédiatement. » En quelques minutes, la vie paisible de la famille Arnould basculait dans le cauchemar. Catherine aidait sa mère âgée à rassembler quelques vêtements dans un sac, tandis que les 3 frères, encore sous le choc, obéissaient aux ordres des gendarmes. « Mère !» chuchota François à Marguerite, « tout va s'arranger. Nous n'avons rien fait de mal. » Mais la vieille femme, qui avait vu passer tant d'injustices dans sa longue vie, n'était pas dupe. Son regard durci par l'âge et l'expérience reflétait une résignation amère. « Mon fils !» murmura-t-elle. Parfois la vérité ne suffit pas. Lorsque la famille sortit de la maison, escortée par les gendarmes, une foule considérable s'était rassemblée dans la rue. Des visages familiers, ceux de voisins qu'ils côtoyaient depuis des années, les regardèrent maintenant avec un mélange de curiosité morbide et de satisfaction vengeresse. « Regardez-les !» cria une voix dans la foule. « Les assassins !»« Justice pour les victimes !» hurla une autre voix. Certains crachaient sur leur passage, d'autres lançaient des insultes. Catherine, terrifiée, se serrait contre sa mère en essayant d'éviter les regards haineux.
Les trois frères marchaient tête baisse, accablés par le poids de l'accusation et l'hostilité palpable de leurs concitoyens. « Où sont les corps des marchands ?» cria Madame Lefebvre, la veuve respectée du village. « Qu'avez-vous fait de ces pauvres hommes ?»« Assassins !» répétait la foule comme une litanie. « Assassins !» Le trajet vers la voiture des gendarmes sembla durer une éternité. Chaque pas était un calvaire, chaque regard une condamnation. La famille Arnould découvrait avec amertume à quel point l'opinion publique pouvait être impitoyable. Une fois dans la voiture, enfin à l'abri des regards et des insultes, un silence pesant s'installa. Marguerite tenait la main de sa fille Catherine, qui sanglotait silencieusement. Les trois frères, assis face à elle, regardaient défiler par la fenêtre les paysages familiers de leur région, sans savoir s'ils les reverraient un jour. « Comment en sommes-nous arrivés là ?» murmura Joseph le plus jeune. « Les gens ont besoin de coupables, » répondit amèrement Sébastien. Et nous étions les plus proches. Le voyage vers Mirecourt, siège du tribunal, dura plusieurs heures. Pendant ce temps, dans Vittel, l'arrestation de la famille Arnould était célébrée comme une victoire de la justice. Les langues se déliaient encore plus librement maintenant que les coupables étaient sous les verrous. « Je le savais », s'exclamait François Morel le forgeron dans son atelier plein de badauds. Il y avait quelque chose de louche chez eux depuis le début. « Moi je me rappelle maintenant », ajoutait Élise Dubois. « Il y a quelques années, j'avais vu Catherine Arnould porter un panier bizarre. Maintenant je me demande s'il n'y avait pas des morceaux dedans. »« Des morceaux ?» répétait quelqu'un horrifié. « Oui, des restes humains. Des mains peut-être, ou des pieds. Je n'ai pas osé regarder de plus près à l'époque, mais maintenant tout s'éclaire. » Ces témoignages, plus fantaisistes les uns que les autres, étaient scrupuleusement recueillis par les autorités. Chaque habitant semblait avoir un souvenir suspect concernant la famille Arnould, comme si la découverte des ossements avait libéré une mémoire collective longtemps contenue. Et les odeurs, renchérissait Marie Bertin, la boulangère. Ma belle-sœur, qui habite près de chez eux, m'avait dit qu'elle sentait parfois des odeurs de mort le matin. Maintenant, on sait pourquoi. Et le sang qu'ils lavaient devant leur maison, ajoutait Antoine Chevalier. Qui lave du sang si ce n'est pas le sien? Chaque détail, aussi anodin fût-il, était réinterprété à la lumière des soupçons. Les Arnould, qui avaient simplement vécu de manière discrète et pieuse, voyaient maintenant chacun de leurs gestes passés transformés en preuves accablantes. Le soir même, dans la prison de Mirecourt, la famille découvrait l'univers carcéral. Les cellules étaient humides et mal chauffées. Marguerite et Catherine avaient été séparées des hommes, mais pouvaient communiquer par les barreaux. « Comment va mère ?» demandait Sébastien à sa sœur. « Elle est forte, » répondait Catherine, « mais cette épreuve la vieillit à vue d'œil. » Les conditions d'incarcération étaient rudimentaires. La nourriture était rare et de mauvaise qualité, les paillasses humides et l'hygiène déplorable. Mais au-delà de l'inconfort physique, c'était surtout le poids psychologique de l'accusation qui accablait les prisonniers. « Nous allons avoir un procès équitable », tentait de rassurer François. « Les juges sont instruits, ils ne se laisseront pas influencer par les rumeurs du village. » Mais Joseph, habituellement optimiste, semblait avoir perdu tout espoir. « Tu as vu les regards dans le village? Tu as entendu ce qu'ils disent de nous? Comment veux-tu qu'un juge reste impartial dans ces conditions ?» Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait à Vittel. Chaque jour apportait son lot de nouveaux témoignages, tous plus accablants les uns que les autres. Les enquêteurs, influencés par la pression populaire et l'évidence apparente des preuves circonstancielles, ne cherchaient plus vraiment la vérité. Ils rassemblaient simplement des éléments pour étayer l'accusation. « Monsieur l'inspecteur, » déclara Thomas Mercier, le jeune homme qui avait remarqué l'absence de réaction des Arnould le jour de la découverte, « je peux témoigner de leur comportement bizarre. Quand tout le village était rassemblé autour de la carrière, eux, ils sont restés enfermés chez eux. C'est la preuve qu'ils savaient ce qu'on allait trouver. » L'inspecteur Martineau, un homme méticuleux mais facilement influençable, notait scrupuleusement chaque témoignage. Autre chose? Oui, il ne parlait jamais aux autres habitants. Ils se tenaient à l'écart, comme s'ils cachaient quelque chose. Et puis leurs vêtements rouges,
C'était comme s'ils voulaient marquer leur différence, ou peut-être cacher des taches de sang. Ces interprétations, aussi farfelues soient-elles, trouvaient un écho dans l'esprit des enquêteurs. L'isolement social des Arnould, qui était simplement le fruit de leur tempérament réservé et de leur piété, était maintenant présenté comme la preuve d'une culpabilité consciente. Au tribunal de Mirecourt, le juge Bertrand, un homme d'expérience mais vieillissant, recevait chaque jour de nouveaux témoignages en provenance de Vittel. L'accumulation de ces témoignages, tous convergents, commençait à le convaincre de la culpabilité des accusés. « Monsieur le greffier, dit-il à son assistant, cette affaire semble assez claire. Nous avons des corps, des témoins et des suspects avec un comportement louche. Préparez l'acte d'accusation. » « Bien, monsieur le juge. Pour quel chef d'accusation? Assassinat avec préméditation sur les personnes des marchands du Morvan et destruction de preuves. » L'acte d'accusation, rédigé dans le langage juridique de l'époque, scellait officiellement le sort de la famille Arnould. Ils allaient devoir répondre devant la justice de crimes qu'ils n'avaient pas commis, sur la base de témoignages orientés et d'indices circonstanciels. Le soir du 19 mars, dans leur cellule froide et humide, les membres de la famille Arnould tentaient de comprendre comment leur vie paisible avait pu basculer si rapidement dans l'horreur. Les barreaux de fer semblaient symboliser l'étau, qui se resserrait inexorablement autour d'eux. « Sébastien » appela doucement Marguerite depuis sa cellule. « Es-tu là, mon fils ?»« Oui, mère, nous sommes tous là. J'ai peur, mes enfants. J'ai vécu assez longtemps pour savoir reconnaître la haine dans les yeux des gens. Ce que j'ai vu aujourd'hui, sa voix se brisa. Cette femme, qui avait traversé les troubles de la Révolution et survécu aux privations, se trouvait confrontée à une épreuve qui dépassait tout ce qu'elle avait connu. « Nous nous en sortirons », murmura Catherine, bien que sa propre voix trahisse ses doutes. « Nous devons garder foi en la justice. » Mais au fond de son cœur, chacun d'eux sentait que quelque chose d'irréparable venait de se produire. Ils n'étaient plus seulement des accusés en attente de jugement, ils étaient devenus les boucs émissaires d'une communauté en quête de réponses simples à des questions complexes. Dans les tavernes de Vittel, l'arrestation des Arnould était célébrée comme la fin d'un mystère qui hantait la région depuis près d'une décennie. Les langues se déliaient et chacun y allait de son anecdote sur la famille maudite. « Moi, je vous dis qu'ils pratiquaient des rituels étranges, » déclarait Paul Petit, l'épicier, en servant une tournée générale. Leur piété excessive, c'était pour détourner les soupçons. Qui prie autant si ce n'est pour expier ses péchés? Et leurs vêtements rouges, renchérissait un client, comme le sang de leurs victimes. Ces interprétations, aussi extravagantes fussent-elles, trouvaient un écho favorable dans un public avide d'explications. La réalité était probablement beaucoup plus simple. Les Arnould étaient des gens pieux et discrets qui avaient eu le malheur de vivre près du lieu où des ossements avaient été découverts. Pendant ce temps, dans les couloirs du tribunal de Mirecourt, l'affaire prenait une ampleur considérable. L'inspecteur Martineau compilait les témoignages avec un zèle qui ne souffrait aucune remise en question. Chaque déclaration des habitants de Vittel était considérée comme un élément à charge. Aucune ne semblait pouvoir jouer en faveur des accusés. « Inspecteur » demanda le greffier du tribunal, « avons-nous des témoins à décharge ?» Martineau haussa les épaules. « Qui voudrait défendre des assassins ? Non, tous les témoignages convergent vers leur culpabilité. » Cette absence totale de voix dissidentes aurait dû alerter les autorités judiciaires, mais l'évidence apparente des faits et la pression de l'opinion publique ne laissaient guère de place au doute. Le lendemain matin, 20 mars 1804, le village de Vittel s'éveillait dans une atmosphère étrange. L'arrestation des Arnould avait créé un vide, comme si une menace sourde qui pesait sur la communauté avait enfin été écartée. Pourtant, certains habitants les plus réfléchis commençaient à s'interroger. « Dis-moi, Jeanne, » demandait Madame Rousseau à son amie boulangère, « tu te souviens vraiment d'avoir vu Catherine porter ce fameux panier avec des morceaux ?» Ah, Jeanne Bertin hésita un instant.
Dans l'effervescence des derniers jours, les souvenirs s'étaient mélangés, et ce qui semblait si clair la veille paraissait soudain plus flou. Eh bien, c'est-à-dire, je me souviens d'un panier, oui, mais pour les morceaux et l'odeur de mort dont parlait ta belle-sœur, elle habite près des Arnould, c'est vrai. Mais maintenant que j'y pense, il y a aussi les fosses à purin des fermes voisines, et puis le cimetière n'est pas si loin. Ces premiers doutes, timides et exprimés à voix basse, auraient pu faire réfléchir la communauté. Mais ils furent rapidement étouffés par la dynamique collective qui s'était mise en place. Remettre en question l'évidence apparente de la culpabilité des Arnould revenait à remettre en question le jugement de toute la communauté. Au tribunal, les préparatifs du procès s'accéléraient. Le juge Bertrand, influencé par l'accumulation des témoignages et la certitude affichée des enquêteurs, ne doutait plus de l'issue des débats. « Cette affaire semble limpide », confiait-il à son collègue le juge Moreau. « Des corps, des témoins, des comportements suspects. Nous avons rarement eu des preuves aussi convergentes. »« Tout de même, » répondit prudemment Moreau, « ne trouvez-vous pas étrange que toute une famille soit impliquée dans de tels crimes, même les femmes et la mère âgées ? Les crimes familiaux ne sont pas rares, » répliqua Bertrand. « Et puis, qui d'autre aurait pu commettre ces meurtres ? Les corps ont été trouvés sur leur propriété, les témoignages les accablent. » Cette logique apparemment imparable ne laissait effectivement que peu de place au doute. Pourtant, un observateur attentif aurait pu remarquer les failles dans cette construction accusatrice, l'absence totale de preuves matérielles directes, le caractère uniquement circonstanciel des indices et surtout la troublante unanimité des témoignages. Dans leurs cellules, les Arnould tentaient de préparer leur défense. Mais comment se défendre contre des accusations aussi vagues que massives ? Comment prouver son innocence face à une communauté entière convaincue de votre culpabilité? Nous devons nous remémorer précisément ce qui s'est passé il y a 8 ou 9 ans, disait Sébastien à ses frères. Où étions-nous? Qu'est-ce qu'on faisait? Peut-être qu'on peut prouver qu'on n'était pas là quand ces marchands ont disparu. Tu te souviens de tout ce qui s'est passé il y a si longtemps, toi? Répliquait Joseph, découragé. Et même si on se souvenait, qui nous croirait? François, habituellement le plus combatif des 3 frères, restait silencieux. L'ampleur de ce qui leur arrivait le dépassait. Comment lutter contre une accusation qui semblait avoir pris racine dans l'esprit de tous leurs concitoyens? Il faut garder espoir, tentait de les rassurer Catherine depuis sa cellule. La vérité finit toujours par triompher. Mais Marguerite, avec la sagesse que donne l'âge, savait que la vérité ne suffisait pas toujours. Elle avait vu trop d'innocents périr sous l'accusation populaire pour croire encore en la justice automatique des hommes. Le temps pressait. Le procès était fixé au début avril et chaque jour qui passait voyait s'épaissir le dossier d'accusation. Les témoignages continuaient d'affluer de Vittel, tous plus accablants les uns que les autres. La famille Arnould se dirigeait inexorablement vers un procès où ils auraient à répondre non seulement des faits qu'on leur reprochait, mais aussi des peurs et des fantasmes de toute une communauté. L'engrenage de la suspicion, une fois enclenché, semblait impossible à arrêter. Et au cœur de cette machine impitoyable, 5 innocents attendaient leur sort, prisonniers d'une vérité que personne ne voulait entendre. Le procès de la famille Arnould devait commencer dans 3 jours, mais ce matin du 2 avril 1804, un événement imprévu allait bouleverser toute l'affaire. Pierre Mathieu, l'ouvrier qui avait découvert les ossements 3 semaines plus tôt, arpentait nerveusement les rues de Vittel, un pli soucieux barrant son front hâlé. Quelque chose le tourmentait depuis plusieurs jours. Un détail qu'il avait d'abord négligé, mais qui revenait sans cesse hanter ses pensées. La nuit précédente, il avait à peine fermé l'œil, remâchant inlassablement les événements du 10 mars. « Marcel !» appela-t-il en voyant son collègue de travail sortir de chez le boulanger. « Il faut qu'on parle, c'est important. » Marcel Rousseau, surpris par l'urgence dans la voix de Pierre, s'approcha rapidement. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversé. Viens, marchons un peu. Je ne veux pas qu'on nous entende. » Les 2 hommes s'éloignèrent du centre du village, se dirigeant vers les champs qui bordaient Vittel.
L'air matinal était frais et une légère brume s'accrochait encore aux arbres. Pierre semblait lutter contre lui-même, comme s'il portait un fardeau trop lourd. « Marcel, commença-t-il enfin, tu te souviens bien du 10 mars, quand on a trouvé les os ? Bien sûr, je ne l'oublierai jamais. Pourquoi ?» Pierre s'arrêta net et se tourna vers son ami. Son visage était livide. « Il y a quelque chose que je n'ai dit à personne, quelque chose que j'avais oublié, ou plutôt que j'avais voulu oublier. » Marcel fronça les sourcils. « De quoi tu parles? Tu te rappelles? On travaillait dans cette partie de la carrière depuis combien de temps? » Eh bien, Marcel réfléchit. On avait commencé ce secteur fin février, je crois. 2 semaines avant, peut-être? Exactement, 2 semaines. Pierre prit une profonde inspiration. Marcel, ces ossements, on les a mis là nous-mêmes. Le monde sembla s'arrêter autour de Marcel. Qu'est-ce que tu dis? Dame, il y a 3 semaines, le 20 février exactement, on travaillait sur l'ancien cimetière de la Peste. Tu te souviens? Celui qui était abandonné depuis plus d'1 siècle, près de la vieille chapelle. Marcel hocha lentement la tête, une expression d'horreur croissante sur le visage. On avait des ordres de déblayer cette zone pour agrandir notre exploitation. Et quand on a creusé, on est tombé sur des vieux cercueils pourris, des os. C'était normal, c'était un ancien cimetière. Mais le contremaître nous a dit de tout déplacer discrètement, de tout mettre dans la carrière près des Arnould. Il ne voulait pas d'histoires avec les familles qui auraient pu avoir des ancêtres enterrés là-bas. Marcel se laissa tomber sur une souche d'arbre, atterré. « Oh mon Dieu, oh, tu veux dire que... » Oui, ces os qu'on a découverts le 10 mars, on les avait nous-mêmes enterrés là 3 semaines plus tôt. C'étaient des restes du vieux cimetière de la Peste, pas des victimes d'assassinat. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu m'as laissé croire? Pierre se prit la tête entre les mains. Parce que j'ai paniqué. Quand j'ai vu tous ces gens arriver, quand j'ai entendu leurs théories sur les marchands disparus, j'ai eu peur qu'on nous accuse d'avoir profané un cimetière. Le contremaître m'avait fait jurer de ne rien dire. Et puis, les choses ont pris une telle ampleur. Marcel se leva d'un bond, la colère montant en lui. « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Une famille entière est en prison. Ils vont être jugés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. »« Je sais, » cria Pierre, les larmes aux yeux. « Tu crois que je dors la nuit? Je n'arrive pas à me regarder dans un miroir. Mais comment faire maintenant? Si je dis la vérité, on va m'accuser de complicité, de faux témoignages. Je vais finir en prison, moi aussi. Et alors ?» Marcel était furieux. « Tu préfères laisser mourir 5 innocents pour sauver ta peau ?» Pierre fondit en larmes. Cet homme robuste, habitué aux travaux les plus durs, pleurait comme un enfant. « Je ne sais plus quoi faire, Marcel. J'ai tout gâché. Tout. » Marcel regardait son ami avec un mélange de dégoût et de pitié. « Il faut que tu dises la vérité. Tout de suite, avant qu'il soit trop tard. Le contremaître va me tuer s'il apprend que j'ai parlé. Et puis, qui va nous croire maintenant? Toute l'enquête est basée sur cette découverte. Si on dit que c'était de vieux os de cimetière, c'est pourtant la vérité. » Marcel secoua Pierre par les épaules. « Tu ne peux pas laisser faire ça. » Pendant ce temps, au tribunal de Mirecourt, les derniers préparatifs du procès se terminaient. Le juge Bertrand relisait le dossier d'accusation, satisfait de sa solidité apparente. L'affaire semblait si évidente qu'il s'attendait à un procès rapide et à une condamnation sans appel. « Monsieur le juge, » dit le greffier en entrant dans son bureau, « nous avons reçu un message urgent de Vittel. Un certain Pierre Mathieu demande à être entendu de toute urgence. Il dit avoir des révélations capitales sur l'affaire Arnould. » Le juge fronça les sourcils. « Mathieu, c'est bien celui qui a découvert les ossements? » « C'est exact, monsieur le juge. » Qu'est-ce qu'il peut bien avoir d'autre à dire? Son témoignage initial était déjà complet. Il affirme que c'est une question de vie ou de mort, monsieur le juge. Intrigué malgré lui, le juge Bertrand accepta de recevoir Pierre Mathieu dans l'après-midi même. Quand l'ouvrier entra dans son bureau, le magistrat fut frappé par son apparence. L'homme qui se tenait devant lui était méconnaissable, livide, amaigri, les yeux cernés et les mains tremblantes. « Monsieur Mathieu, » commença le juge, « que voulez-vous me dire qui soit si urgent ?»
Pierre resta un long moment silencieux, luttant visiblement contre lui-même. Puis, d'une voix à peine audible, il commença son récit. « Monsieur le juge, j'ai menti. Les os qu'on a trouvés près de chez les Arnould, ce ne sont pas des victimes d'assassinat. » Le magistrat se redressa brusquement dans son fauteuil. « Que dites-vous ? Ces ossements proviennent de l'ancien cimetière de la Peste, près de la vieille chapelle. Nous les avons déplacés nous-mêmes, mon collègue Marcel et moi, sur ordre de notre contremaître. » Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant. Le juge Bertrand fixait Pierre avec incrédulité, comme s'il n'arrivait pas à saisir la portée de ses paroles. « Vous me dites que ces ossements sont ceux d'anciennes victimes de la peste, enterrés légalement dans un cimetière. » « Oui, monsieur le juge. » Pierre releva la tête et pour la première fois depuis des semaines, son regard était clair. Le contremaître ne voulait pas d'histoires avec les familles. Il nous a dit de déplacer discrètement tous les restes vers la carrière. On devait faire ça la nuit, en secret, et vous avez accepté. On n'avait pas le choix. Notre travail en dépendait. Et puis, on ne pensait pas que ça poserait problème. C'était juste de vieux os. Le juge se leva et se mit à faire les 100 pas dans son bureau. Si ce témoignage était véridique, toute l'accusation s'effondrait. Mais comment expliquer tous les autres témoignages? Comment expliquer l'absence de côtes? Monsieur Mathieu, les côtes manquaient sur ces squelettes. Comment expliquez-vous cela? Pierre haussa les épaules. Les côtes, c'est fragile. Dans un cimetière abandonné depuis plus d'un siècle, avec l'humidité, les animaux fouisseurs, il est normal que les os les plus fragiles disparaissent en premier. Cette explication, d'une simplicité désarmante, balayait d'un coup toutes les théories macabres sur les côtes données aux chiens. Le juge sentit un frisson d'horreur le parcourir en réalisant l'ampleur de l'erreur judiciaire qui se profilait. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour dire la vérité? Pierre baissa de nouveau la tête. J'avais peur. Peur du contremaître. Peur des conséquences. Et puis, les choses ont pris une ampleur que je n'avais pas prévue. Quand j'ai vu que les Arnould étaient accusés, au début, je me suis dit qu'ils s'en sortiraient, que la vérité éclaterait d'elle-même. Mais plus le temps passait, plus vous vous enfonciez dans le mensonge, termina le juge d'un ton sévère. Oui, la voix de Pierre n'était plus qu'un murmure. Et maintenant, 5 innocents risquent de mourir à cause de mon silence. Le juge Bertrand se rassit lourdement dans son fauteuil. Toute sa carrière, il s'était enorgueilli de sa perspicacité et de sa justice. Et voilà qu'il découvrait qu'il s'apprêtait à condamner une famille entière sur la base d'un gigantesque malentendu. Monsieur Mathieu, votre collègue Marcel peut-il confirmer votre témoignage? Oui, monsieur le juge, il est prêt à venir témoigner. Il voulait même dire la vérité plus tôt, mais je l'ai supplié d'attendre. Et le contremaître? Il s'appelle Gustave Moreau. Il travaille pour la compagnie des carrières du département. Mais il va nier, c'est sûr. Il risque gros, lui aussi. Le juge réfléchit rapidement. Il fallait vérifier ses déclarations, confronter les témoignages, enquêter sur ce fameux cimetière de la peste. Mais déjà, dans son esprit, les pièces du puzzle se remettaient en place d'une manière totalement différente. « Greffier !» appela-t-il. « Faites venir Marcel Rousseau immédiatement et envoyez des hommes examiner l'ancien cimetière près de la vieille chapelle. Je veux un rapport complet dans les 24 heures. » Pendant ce temps, dans leur cellule, les membres de la famille Arnould ignoraient encore que leur cauchemar touchait peut-être à sa fin. Marguerite, affaiblie par les semaines d'emprisonnement, toussait de plus en plus. Catherine tentait de la réconforter, mais elle-même perdait espoir. « Mes enfants, » murmura la vieille femme, « si je ne survis pas à cette épreuve, promettez-moi de ne pas haïr ceux qui nous ont fait ça. Ils ont cru bien faire. » « Ne dis pas ça, mère, » répliqua Sébastien depuis sa cellule. « Tu vas t'en sortir. Nous allons tous nous en sortir. » Mais ces paroles sonnaient creux. Demain, leur procès commencerait, et ils n'avaient aucune défense efficace contre l'accumulation d'accusations qui pesaient sur eux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans le bureau du juge, leur salut se jouait. Marcel Rousseau venait de confirmer, en larmes, le témoignage de Pierre Mathieu.
L'enquête sur l'ancien cimetière avait révélé des fosses récemment creusées et des traces évidentes de déplacement d'ossements. Le contremaître Gustave Moreau, confronté aux preuves, avait fini par avouer. Il avait effectivement ordonné le déplacement des restes du vieux cimetière, pensant éviter des complications administratives. Il n'avait jamais imaginé que cela pourrait conduire à une accusation de meurtre. Le soir du 2 avril, le juge Bertrand travaillait tard dans son bureau à la lueur d'une chandelle. Il rédigeait l'ordonnance qui allait libérer la famille Arnould et annuler le procès. Mais il savait que cette décision, aussi juste soit-elle, ne pourrait jamais réparer entièrement le mal qui avait été fait. Comment ces 5 personnes pourraient-elles retourner vivre normalement à Vittel, après avoir été publiquement accusées de meurtre? Comment la communauté pourrait-elle accepter de s'être trompée si lourdement? Comment réparer des réputations détruites et des vies brisées? Le magistrat posa sa plume et regarda par la fenêtre les étoiles qui brillaient dans la nuit vosgienne. Cette affaire, qui avait commencé par une découverte macabre, se révélait finalement être une leçon terrible sur les dangers du jugement hâtif et de la rumeur publique. La vérité éclatait enfin, mais à quel prix? Et surtout, serait-elle suffisante pour sauver les Arnould de la vindicte populaire qui s'était déchaînée contre eux? La révélation de Pierre Mathieu changeait tout, mais elle soulevait aussi de nouvelles questions troublantes sur la nature humaine et la facilité avec laquelle une communauté pouvait se transformer en meute accusatrice. L'aube du 5 avril se levait timidement sur Vittel quand les portes de la prison de Mirecourt s'ouvrirent pour libérer la famille Arnould. Après 26 jours d'incarcération, les 5 membres de la famille découvraient de nouveau la lumière du jour. Mais leurs visages émaciés et leurs regards éteints témoignaient des épreuves endurées. Marguerite Arnould, soutenue par ses 2 filles, Catherine et une religieuse de l'hospice, pouvait à peine marcher. La vieille femme de 68 ans avait considérablement vieilli en prison, et sa toux persistante inquiétait tous ceux qui l'approchaient. Ses fils, Sébastien, François et Joseph, l'entouraient avec une tendresse infinie, mais leur propre force était largement entamée. « Nous sommes libres », murmura Catherine, comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Libres, oui », répondit amèrement Sébastien. « Mais pour aller où? Pour faire quoi? Crois-tu vraiment que les gens de Vittel vont nous accueillir comme si de rien n'était ?» La question était légitime. Le juge Bertrand avait officiellement reconnu l'erreur judiciaire et présenté ses excuses à la famille. Mais il savait pertinemment que cela ne suffirait pas à effacer des semaines de vindictes populaires et de rumeurs malveillantes. « Monsieur Arnould, » dit le magistrat en s'adressant à Sébastien, « je suis sincèrement désolé de ce qui vous est arrivé. La justice a failli à sa mission la plus élémentaire, protéger l'innocent. » Sébastien hocha la tête, mais son regard restait distant. « Monsieur le juge, nous vous remercions de nous avoir rendus libres. Mais notre liberté, qu'est-ce qu'elle vaut maintenant? Nos voisins, nos amis, ils nous ont vus partir enchaînés, accusés d'être des assassins. Pensez-vous vraiment qu'ils vont pouvoir oublier? » Le juge n'eut pas de réponse. Il avait l'expérience suffisante pour savoir que la réputation, une fois salie, était presque impossible à restaurer complètement. Surtout dans une petite communauté où tout se sait et où les souvenirs ont la vie dure. « J'ai fait publier un avis officiel dans toutes les communes du département », expliqua-t-il. « Il établit clairement votre innocence et explique l'origine de l'erreur. Pierre Mathieu et Marcel Rousseau seront poursuivis pour faux témoignages et le contremaître Gustave Moreau pour dissimulation de preuves. Et cela suffira à nous rendre notre honneur ?» demanda François avec une pointe d'ironie. Le silence du magistrat fut éloquent. Il savait, comme eux, que les avis officiels pesaient peu face à la rumeur populaire et aux préjugés enracinés. Le voyage de retour vers Vittel se déroula dans un silence pesant. La famille avait été accompagnée par 2 gendarmes, non pour les surveiller cette fois, mais pour les protéger d'éventuelles réactions hostiles. Car si la nouvelle de leur innocence s'était répandue, elle avait suscité des réactions très contrastées dans la population. Certains habitants, touchés par la révélation de l'erreur judiciaire, exprimaient des remords sincères.
D'autres, cependant, avaient du mal à accepter qu'ils s'étaient trompés si lourdement et préféraient maintenir leurs soupçons plutôt que de remettre en question leur jugement. « Vous croyez vraiment à cette histoire de cimetière de la peste ?» disait encore François Morel, le forgeron, à ses clients. « C'est peut-être un mensonge pour les sauver. Les riches et les puissants ont leurs moyens. » Cette théorie du complot trouvait un écho chez ceux qui ne supportaient pas l'idée d'avoir participé à une chasse aux sorcières modernes. Il était plus facile d'imaginer une manipulation de la justice que de reconnaître leur propre aveuglement. Quand la voiture des Arnould arriva aux portes de Vittel, une petite foule s'était rassemblée. L'atmosphère était tendue, partagée entre curiosité, gêne et hostilité résiduelle. Quelques visages exprimaient une compassion sincère, mais la majorité gardait une expression fermée, méfiante. « Regardez-les » chuchotait Élise Dubois à sa voisine. « Ils ont l'air coupables, non ?»« Tais-toi donc » répliquait Jeanne Bertin, la boulangère, qui faisait partie de ceux qui regrettaient sincèrement leur comportement. « Tu ne vois pas dans quel état ils sont ? Nous leur avons fait subir un enfer. » La famille descendit lentement de la voiture. Marguerite, particulièrement fragile, dut s'appuyer sur ses fils pour faire les quelques pas qui la séparèrent de sa maison. Catherine gardait les yeux baissés, incapable de soutenir les regards de ces gens qui, quelques semaines plus tôt, l'insultaient et la maudissaient. La maison des Arnould avait été vandalisée pendant leur absence. Les fenêtres étaient brisées, la porte d'entrée forcée et l'intérieur ravagé. Quelqu'un avait écrit « Assassin » en lettres rouges sur le mur de façade. Même si ce vandalisme datait des premiers jours suivant leur arrestation, personne n'avait pris l'initiative de réparer ou de nettoyer. « Mon Dieu !» murmura Catherine en découvrant l'état de leur foyer. « Comment allons-nous vivre ici ?» Sébastien serra les poings. Cette découverte était plus douloureuse encore que l'emprisonnement. Leur maison avait été violée, souillée par la haine de leurs voisins. Chaque meuble brisé, chaque objet jeté au sol témoignait de la violence des sentiments qui s'étaient déchaînés contre eux. « Nous allons tout remettre en état », déclara-t-il avec une détermination forcée. « C'est notre maison, notre vie, nous n'allons pas nous laisser chasser. » Mais Joseph, le plus jeune, regardait autour de lui avec désespoir. « Sébastien, regarde la réalité en face, nous ne pouvons plus vivre ici. Pas après ce qui s'est passé. Les gens ne nous pardonneront jamais d'avoir eu raison contre eux. » Cette analyse lucide frappa douloureusement la famille. Joseph avait peut-être raison. Comment pouvait-il espérer retrouver une place normale dans une communauté qui les avait si facilement condamnés? Les jours suivants furent un calvaire quotidien. Chaque sortie nécessaire, pour acheter de la nourriture, aller chercher de l'eau ou simplement prendre l'air, se transformait en épreuve. Les regards évitaient des leurs, les conversations s'arrêtaient à leur passage, et un silence gêné s'installait dès qu'ils apparaissaient. « Bonjour, Madame Bertin » tenta Catherine un matin en entrant dans la boulangerie. La boulangère leva à peine les yeux de son comptoir. « Bonjour » marmonna-t-elle, avant de tourner ostensiblement le dos pour s'occuper d'autres clients inexistants. Cette hostilité silencieuse était presque plus difficile à supporter que les insultes directes. Au moins, la colère était un sentiment franc. Cette gêne, cette méfiance persistante, créait une atmosphère empoisonnée qui rendait chaque interaction sociale impossible. Seul le maire Dubois, rongé par les remords, tenta une approche conciliante. Il se rendit chez les Arnould 3 jours après leur retour. « Madame Arnould, dit-il à Marguerite en ôtant respectueusement son chapeau, « je viens vous présenter mes excuses au nom de toute la commune. Nous nous sommes trompés, gravement trompés. » Marguerite, assise dans son fauteuil près de la fenêtre réparée, le regarda longuement avant de répondre. « Monsieur le maire, vos excuses sont acceptées, mais dites-moi, comment comptez-vous réparer 26 jours d'enfer, une réputation détruite et la peur qui ne nous quitte plus ?» Le maire baissa la tête. « Je ne sais pas, madame. Je ne sais vraiment pas. » Alors, vos excuses, aussi sincères soient-elles, ne suffisent pas. Cette conversation marqua le début d'une prise de conscience douloureuse pour les habitants de Vittel. Peu à peu,
Certains réalisaient l'ampleur de ce qu'ils avaient fait, mais cette prise de conscience tardive ne changeait rien à la situation des Arnould, désormais parias dans leur propre village. Pire encore, des rumeurs persistantes continuaient de circuler. Malgré les preuves officielles de leur innocence, certains habitants refusaient d'admettre leur erreur. « Moi, je dis qu'il y a anguille sous roche », persistait François Morel. Cette histoire de cimetière de la peste, c'est peut-être un mensonge pour les blanchir. Les puissants savent protéger les leurs. Et puis, ajoutait Marie Lefebvre, même s'ils n'ont pas tué les marchands, ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents de tout. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ces insinuations, plus pernicieuses encore que les accusations directes, empoisonnaient durablement l'atmosphère. La famille Arnould découvrait avec amertume qu'il est plus facile de détruire une réputation que de la reconstruire. 2 semaines après leur libération, la situation devenait intenable. Marguerite, dont l'état de santé se dégradait rapidement, ne sortait plus de la maison. Catherine, traumatisée par les regards hostiles, développait une agoraphobie qui l'empêchait de quitter le foyer familial. Quant aux 3 frères, ils peinaient à retrouver du travail dans la région. « Il faut partir », déclara un soir Joseph à sa famille réunie. « Nous ne pourrons jamais retrouver une vie normale ici. »« Partir » s'indigna Sébastien. « Cette maison appartient à notre famille depuis 3 générations. Pourquoi devrions-nous nous exiler alors que nous sommes innocents ? Parce que l'innocence ne suffit pas, » répliqua tristement Joseph. « Regarde autour de toi. Regarde l'état de mère. Regarde Catherine qui n'ose plus sortir. Est-ce que c'est ça la vie que tu veux pour nous ?» François, jusqu'ici silencieux, prit la parole. « Joseph a raison. Nous pourrions aller à Nancy, ou même plus loin. Recommencer ailleurs, sous un autre nom peut-être. Changer de nom ?» Marguerite sembla reprendre des forces soudain. « Jamais. Le nom des Arnould est honorable. Nous ne fuirons pas comme des voleurs. » Cette discussion, qui revenait chaque soir, illustrait le dilemme impossible dans lequel se trouvait la famille. Rester signifiait accepter une existence de parias. Partir signifiait avouer une culpabilité qu'ils n'avaient pas. Pendant ce temps, la révélation de la vérité avait créé des remous importants dans la région. L'affaire des faux ossements de Vittel était devenue un sujet de conversation dans tout le département des Vosges. Certains y voyaient un exemple édifiant des dangers de la rumeur publique, d'autres une manipulation de la justice. Pierre Mathieu et Marcel Rousseau, poursuivis pour faux témoignages, avaient été condamnés à des peines légères, compte tenu de leurs aveux tardifs mais salvateurs. Le contremaître Gustave Moreau, lui, avait écopé d'une amende importante et de la perte de son emploi. Mais ces sanctions, aussi justes soient-elles, ne réparaient en rien les dégâts causés à la famille Arnould. Car si la justice officielle avait reconnu leur innocence, la justice populaire, elle, gardait ses réserves. Un événement particulier illustra cruellement cette persistance des préjugés. Le dimanche 22 avril, les Arnould tentèrent de retourner à l'église du village pour la première fois depuis leur libération. Leur foi, ébranlée par les épreuves, avait néanmoins résisté, et ils espéraient retrouver dans la prière et la communauté religieuse un peu de la paix perdue. Quand ils franchirent le seuil de l'église, un silence pesant s'abattit sur l'assemblée des fidèles. Tous les regards se tournèrent vers eux, et un murmure de gêne parcourut les bancs. Le père Dumont, le prêtre de la paroisse, hésita visiblement dans son sermon. La famille prit place sur un banc au fond de l'église, comme il le faisait autrefois. Mais cette fois, un vide se créa spontanément autour d'eux. Les fidèles, qui occupaient habituellement les bancs voisins, s'étaient discrètement déplacés, créant un isolement symbolique, mais cruel. Notre Père qui êtes aux cieux, récitait les voix à l'unisson, mais les Arnould semblaient prier seuls, exclus de cette communion spirituelle qui avait été si importante dans leur vie. À la sortie de la messe, personne ne leur adressa la parole. Pas un bonjour, pas un regard bienveillant. Comme si leur simple présence rappelait à la communauté une faute collective qu'elle préférait oublier. « Ils nous traitent comme des pestiférés », constata amèrement François sur le chemin du retour. « C'est exactement ce que nous sommes devenus, » répondit Sébastien, « des pestiférés sociaux.
Notre innocence officielle ne change rien à cela. Cette exclusion progressive de la vie sociale du village eut des conséquences dramatiques sur la santé mentale et physique de la famille. Marguerite, déjà affaiblie, sombrait dans une mélancolie profonde. Catherine développait des crises d'angoisse qui la laissaient prostrée pendant des heures. Les trois frères, habitués à une vie simple mais digne, voyaient leur avenir se réduire comme peau de chagrin. « Nous ne pouvons plus rester ici », finit par admettre Sébastien un soir de mai, après un énième incident au marché où des marchands avaient refusé de leur vendre leurs produits. « Mais où aller ?» demanda Catherine. « Nous n'avons pas d'argent pour nous installer ailleurs et notre réputation nous précédera partout dans la région. » C'était le piège terrible dans lequel il se trouvait pris. Trop pauvre pour partir véritablement loin, trop marqué pour rester sur place. L'injustice subie avait créé une situation dont il semblait impossible de sortir. Un événement particulier acheva de les convaincre qu'ils ne pourraient plus jamais vivre normalement à Vittel. Un soir de la fin mai, des pierres furent jetées contre leurs volets. Aucun dégât majeur, mais le message était clair. Ils n'étaient plus les bienvenus. Le lendemain matin, ils trouvèrent un message anonyme glissé sous leur porte. « Partez avant qu'il ne soit trop tard. » Vittel n'oublie pas. Cette menace, bien que probablement vide, acheva de briser la résistance de Marguerite. « Mes enfants, dit-elle ce matin-là, je n'ai plus la force de lutter. Si vous voulez partir, partez. Moi, je resterai ici. Cette maison est ma tombe, qu'elle le soit vraiment. » Ses enfants furent bouleversés par ces paroles défaitistes. Marguerite, qui avait été leur pilier, leur force, semblait avoir renoncé à tout espoir. « Mère, nous ne t'abandonnerons jamais, protesta Sébastien. Alors nous resterons tous, trancha-t-elle, et nous mourrons tous ici, lentement, empoisonnés par la haine de nos voisins. » Cette perspective terrible planait désormais sur la famille. Ils étaient pris au piège de leur propre innocence. Ni assez coupables pour être jugés, ni assez pardonnés pour être acceptés. Le printemps 1804 touchait à sa fin, mais pour la famille Arnould, il n'y avait plus de saison. Seulement une succession de jours identiques, marqués par l'isolement, la méfiance et une tristesse qui semblait ne jamais devoir finir. Et pourtant, ils ne savaient pas encore que le pire était à venir. Car dans l'ombre, des forces obscures s'activaient, des hommes qui avaient des raisons personnelles de vouloir leur disparition définitive. La vérité sur l'origine des ossements avait été révélée, mais une autre vérité bien plus terrifiante attendait encore d'être découverte. L'été s'installait dans les Vosges avec sa chaleur moite et ses orages soudains, mais dans la maison des Arnould, l'atmosphère restait glaciale. 2 mois après leur libération, la famille survivait plus qu'elle ne vivait, prisonnière d'un ostracisme qui semblait ne jamais devoir finir. Ce matin du 15 juin, Sébastien se rendait comme chaque semaine au marché de Vittel, espérant encore trouver des marchands assez courageux ou indifférents pour lui vendre les provisions nécessaires à sa famille. Mais cette fois, il fut témoin d'une scène qui allait tout changer. Près de l'ancien emplacement de Pierre Mathieu, qui avait fui la région après son aveu, Sébastien aperçut Gustave Moreau, l'ancien contremaître, en grande conversation avec 2 hommes qu'il ne connaissait pas. L'un d'eux, richement vêtu, semblait donner des ordres à Moreau, qui hochait la tête avec déférence. Intrigué, Sébastien se rapprocha discrètement, se cachant derrière un étal de légumes. Ce qu'il entendit le figea d'horreur. « Là, doit disparaître définitivement », disait l'homme riche. « L'affaire a fait trop de bruit. Si jamais ils commencent à poser des questions sur les vraies raisons du déplacement des ossements... » « Monsieur de Belfond, » répondit Moreau d'une voix tremblante, « je vous ai déjà dit que j'avais tout fait pour que ça reste secret. Pierre et Marcel ne savent rien de plus. Vous en êtes sûr, parce que si cette histoire de cimetière de la peste était remise en question, si on découvrait ce qu'il y avait vraiment en dessous... » Sébastien sentit son sang se glacer. Il y avait donc autre chose, quelque chose que même Pierre Mathieu ignorait. Quelque chose d'assez grave pour justifier qu'on laisse une famille innocente croupir en prison. Les Arnould ne savent rien, assura Moreau. Et maintenant qu'ils sont libres, ils vont probablement quitter la région. Le problème va se régler de lui-même.
J'espère pour vous, Moreau, parce que si cette affaire ressort, si on commence à creuser trop profondément dans cette carrière, vous savez ce qui vous attend. L'homme richement vêtu, que Moreau avait appelé Monsieur de Belfond, fit un signe à son compagnon, et tous deux s'éloignèrent rapidement. Moreau resta seul, visiblement secoué par cette conversation. Sébastien attendit quelques minutes avant de se manifester. Il s'approcha de l'ancien contremaître, qui sursauta en le voyant. « Monsieur Moreau, » dit calmement Sébastien, « je crois que nous devons parler. » Gustave Moreau pâlit. « Monsieur Arnoux, qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que vous. J'essaie de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et d'après ce que je viens d'entendre, l'histoire du cimetière de la Peste n'est pas complète, n'est-ce pas ?» Moreau jeta des regards affolés autour de lui, comme s'il craignait d'être épié. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Monsieur Moreau, » insista Sébastien, « ma famille et moi avons failli mourir à cause de votre silence. Le moins que vous puissiez faire maintenant, c'est de nous dire la vérité, toute la vérité. » L'ancien contremaître hésita longuement. Son visage reflétait un combat intérieur intense. Finalement, il sembla prendre une décision. « Pas ici, » murmura-t-il. « Retrouvez-moi ce soir à la vieille chapelle. Venez seul. Et méfiez-vous. Il y a des gens qui ne veulent pas que cette histoire soit connue. » Le soir venu, Sébastien se rendit au rendez-vous, le cœur battant. La vieille chapelle, abandonnée depuis des décennies, se dressait dans la campagne comme un fantôme du passé. Moreau était déjà là, nerveux, regardant sans cesse par-dessus son épaule. « Monsieur Arnoux, » commença-t-il sans préambule, « ce que je vais vous dire peut nous coûter la vie à tous les deux. Dites toujours. » Moreau prit une profonde inspiration. « C'est vrai, nous avons déplacé des ossements du vieux cimetière de la Peste, mais ce n'était pas la vraie raison de l'opération. Que voulez-vous dire? En creusant dans l'ancien cimetière, nous sommes tombés sur autre chose, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la peste. » Sébastien sentit son pouce accélérer. « Quoi? Des coffres. 3 coffres remplis d'or et de bijoux. Un trésor caché là depuis Dieu sait quand. Peut-être depuis les troubles de la Révolution, quand les nobles cachaient leurs biens. » La révélation frappa Sébastien comme un coup de massue. Et ce trésor, il appartient maintenant à Monsieur de Belfond et à ses associés. Ils avaient eu vent de son existence et avaient obtenu l'autorisation d'exploiter cette zone. Officiellement pour agrandir la carrière, officieusement pour récupérer le trésor. Et les ossements déplacés, c'était pour masquer les fouilles. Si on avait simplement creusé dans un ancien cimetière sans rien remettre, des questions auraient été posées. En déplaçant les os vers votre propriété, on détournait l'attention. Personne ne viendrait fouiller un endroit où on venait de trouver des restes humains. Sébastien réalisa l'ampleur de la manipulation dont sa famille avait été victime. Ils n'avaient pas seulement été accusés à tort, ils avaient été délibérément utilisés comme couverture pour dissimuler un vol de trésors. « Vous vous rendez compte ?» dit-il, la voix tremblante de colère. « Vous nous avez sacrifiés pour de l'argent. Je n'avais pas le choix, » se défendit Moreau. « Monsieur de Belfond m'avait promis une forte somme et menacé de me faire perdre mon emploi si je parlais. Je ne pensais pas que ça irait si loin. » « Pas si loin. Ma mère est en train de mourir de chagrin. Ma sœur n'ose plus sortir de chez elle. » Moreau baissa la tête, accablé par la culpabilité. « Je sais, et ça me ronge chaque jour. Mais maintenant, si cette histoire sort, on va tous y passer. De Belfond ne laissera pas de témoin. Qui est cet homme? Un riche propriétaire de Nancy. Il a des relations partout, dans l'administration, la justice. C'est lui qui a fait pression pour que votre procès soit accéléré. Il voulait que vous soyez condamné rapidement, avant que quelqu'un ne découvre la vérité sur l'origine des ossements. » Sébastien réfléchissait rapidement. Cette révélation expliquait beaucoup de choses. L'empressement de la justice, l'absence d'enquête approfondie, la facilité avec laquelle les témoignages à charge avaient été acceptés. « Il faut révéler cette vérité, » déclara-t-il. « Ma famille a le droit de connaître les vraies raisons de ce qu'elle a subi. » « Vous ne comprenez pas, » protesta Moreau. « De Belfond a fait assassiner des gens pour moins que ça. Si vous parlez, vous signez votre arrêt de mort. Et le mien aussi. »
Cette menace planait maintenant au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès. Sébastien se trouvait face à un dilemme terrible. Rester silencieux et laisser sa famille mourir à petit feu dans l'ignominie ou révéler la vérité au risque de subir des représailles mortelles. « Et les vrais marchands du Morvan ?» demanda-t-il. « Ceux qui ont vraiment disparu ?» Moreau haussa les épaules. « Aucune idée. Ils ont peut-être été attaqués par des brigands sur la route ou ils ont décidé de ne plus revenir dans la région. Ça arrive souvent, vous savez. Les routes ne sont pas sûres. » Cette explication prosaïque contrastait cruellement avec les théories macabres qui avaient circulé sur leur sort. Les marchands disparus n'étaient probablement que des victimes ordinaires de l'insécurité routière de l'époque, mais leur disparition avait fourni l'explication parfaite pour justifier la découverte d'ossements. « Monsieur Moreau, » dit finalement Sébastien, « je ne vous demande qu'une chose, mettez votre témoignage par écrit, signez-le, datez-le. Si quelque chose nous arrive, au moins la vérité existera quelque part. » Moreau hésita longuement, puis hocha la tête. « D'accord, mais je vous préviens, si de Belfond apprend que j'ai parlé, il n'apprendra rien, du moins pas pour l'instant. » Les deux hommes se séparèrent dans la nuit vosgienne, chacun portant le poids d'un secret qui pouvait leur coûter la vie. Sébastien rentra chez lui, bouleversé par ces révélations. Comment annoncer à sa famille qu'ils avaient été les victimes d'une machination qui les dépassait? Dans la maison silencieuse, il trouva ses proches endormis, épuisés par une nouvelle journée d'isolement et d'humiliation. Marguerite respirait difficilement dans son lit et Catherine veillait à son chevet. « Comment va-t-elle » chuchota Sébastien. « De plus en plus mal » répondit tristement Catherine. « Elle parle de plus en plus du passé, comme si elle se préparait à partir. » Sébastien regarda sa mère, cette femme forte qui avait élevé sa famille dans la dignité et la piété. Elle payait maintenant de sa santé les conséquences d'une injustice dont elle ne comprenait même pas les vraies raisons. « Catherine, » murmura-t-il, « si je te disais qu'il existe peut-être un moyen de laver notre honneur, mais que c'est très dangereux, qu'est-ce que tu répondrais ?» Sa sœur le regarda avec surprise. « De quoi parles-tu ? » ?»« De la vérité. De toute la vérité sur ce qui nous est arrivé. » Catherine réfléchit longuement avant de répondre. « Sébastien, regarde autour de toi. Regarde l'état de notre mère, notre situation. Nous avons déjà tout perdu. Qu'est-ce que nous pourrions perdre de plus ?» Cette question simple contenait toute la tragédie de leur situation. Effectivement, que leur restait-il à perdre? Leur réputation était détruite, leur santé compromise, leur avenir bouché. La vérité, même dangereuse, valait peut-être la peine d'être tentée. Sébastien prit la décision qui allait sceller le destin de sa famille. Il allait révéler ce qu'il avait appris, coûte que coûte, car il valait mieux mourir en ayant dit la vérité que de vivre dans le mensonge et l'opprobre. Mais il ne savait pas encore que de Belfond et ses associés surveillaient déjà tous leurs mouvements. La conversation avec Moreau n'était pas passée inaperçue, et des mesures étaient déjà prises pour faire définitivement taire les Arnould. L'histoire de cette famille d'innocentes allait connaître son dénouement le plus tragique, non pas par la justice officielle qui les avait finalement innocentés, mais par une justice parallèle, celle des puissants qui ne supportent pas que leurs secrets soient révélés. Le compte à rebours final venait de commencer pour les cardinaux de Vittel, et cette fois, aucun aveu tardif ne pourrait plus les sauver. Dans l'ombre de la nuit vosgienne, des silhouettes se déplaçaient vers la maison de pierre grise. L'heure de la vengeance avait sonné, et elle ne laisserait aucun survivant pour témoigner de la véritable histoire de la famille Arnould. Car parfois, la vérité est plus dangereuse que le mensonge, et ceux qui la détiennent en paient le prix ultime.